Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial, enregistré lors du festival RH, organisé par Maud Grenier. Maud Grenier. C'est bien ça, hein? Maud Grenier, okay. ouais, tout à fait. Et qui me permet d'accueillir deux invités de prestige, deux invités trop stylés en recrutement, les célèbres Élise Moron et Léo Bernard de Blendy, pour la sortie de leur premier livre que toute la France attendait. Évidemment. Permis de recruter. Et la Belgique et la Suisse aussi. La Belgique et la Suisse aussi. Beaucoup, ouais. ouais. Le Luxembourg? Le Luxembourg, non, c'est pas un pays de toute façon. D'accord, ok. Alors, comment allez-vous? Parfaitement bien. Écoute, nous sommes dans des prairies bucoliques. Bien dormi? C'est champêtre. Bien dormi, Élise? Bien dormi, 1h30 dans les pattes, tout va bien, mais ça ne se voit pas. Les jouets du make-up. Meilleur cadre pour enregistrer en vrai, c'est très cool. Et Léo, lui, il est rentré dans un hôtel. 12 étoiles, exactement, avec l'argent généré par la vente du livre. Évidemment. Qu'on touche un euro par livre, tout va bien. Bon alors, pour commencer, j'aimerais bien revenir un peu sur votre parcours. Alors Léo, pas trop long parce que t'as déjà été invité sur mon podcast. C'était la première invitée qui revient pour la deuxième fois sur mon podcast. C'est incroyable. T'as payé combien, Léo? Tu veux pas savoir. L'épisode 28. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un l'autre? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Léo. Je viens de Poitiers. Tu connais Poitiers? Il y a des gens dans la salle qui viennent de Poitiers? Non? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui viennent de Poitiers? Non. Qui connaissent le Futuroscope? Charlène Emery, connais-tu Poitiers? Tu connais? Non, elle connaît pas Poitiers. Ouais. Elle n'est jamais allée à Poitiers. Eh ben, nos régions ont du talent, d'où la présence de Léo Bernard. Moi, je m'appelle Léo, du coup, ça fait 8 ans que je fais du recrutement en interne. J'ai fait à la fois des startups, des scale-up, du grand groupe, des PME, des ESN, avec ou sans budget, avec ou sans management, à l'international ou en France. En fait, je suis un couteau suisse du recrutement. Je m'appelle Léo Bernard. Ok. Et je suis créateur du podcast Tam Tam, powered by Tim Taylor. T'as vu le petit, et pas Taylor Swift. Et je suis aussi expert du recrutement chez Welcome to the Jungle. Ok, merci Léo. Ouais, je t'en prie. Élise? Donc moi c'est Élise. Moi en fait j'étais avocate. Genre à la base je voulais sauver les gens et sauver les vies et être un peu le Batman du droit. Et en fait j'ai réalisé que le droit c'est pas pour moi. Parce que c'est un métier où on fait pas assez de choses variées, diverses, on peut pas utiliser sa créativité. Et là, du coup, j'ai eu un premier job où j'étais chasseuse de tête. J'ai fait ça pendant 8 ans. Et vraiment, moi, mon quotidien, c'est aller trouver les meilleures personnes pour les meilleures entreprises dans les meilleures conditions possibles. Moi, je chasse les meilleurs pour chaque entreprise qui conviennent, qui vont vraiment arriver. Et en fait, j'ai créé Blendy, du coup, avec Léo, mais en m'inspirant des meilleures techniques américaines, anglaises. J'ai fait ma veille, un petit peu ma création de contenu. Oui, en fait, ça, à force, on connaît par cœur nos présentations, donc c'est assez rigolo. J'aime beaucoup ce moment. Okay. Et je fais ma parenthèse. Et donc voilà, aujourd'hui avec Léo, on forme plein d'entreprises partout en France, en Belgique et en Suisse. Avec Blendy. On est très content avec Blendy, qui est l'entreprise qu'on a créée il y a 2 ans et demi pour former les recruteurs, les recruteuses, les RH, les managers, les dirigeants, les dirigeantes, tous les gens qui font du recrutement. Mon cher Florent. Eh ben il y a du travail. Le but c'est de cranter de niveau. Faut qu'on rechange de matin, faut qu'on se remette dans nos places. Ok, ça marche. Ok. Bonjour, allez, ma première question va être hyper directe. Vas-y. Élise, Léo, vous choisissez qui répond. Shoot. Comment avez-vous fait pour écrire un livre si génial, si incroyable? Moi, ça me laisse sans voix, ce truc. Est-ce que vous pouvez me donner votre secret? Il est fort, Acteur Studio. Ouais, c'est pas mal. Tu réponds? Non, vas-y, je t'en prie.
Je dirais c'est simple parce que, enfin déjà, de un, quand tu fais du recrutement au quotidien, je t'apprends rien, tu vois tellement de situations, what the fuck, etc. Tu vis tellement de choses étranges que du coup déjà t'as de quoi écrire un livre rien qu'avec les perles de ce que t'as vécu en tant que recruteur et recruteuse. Ensuite, du coup, on a cette chance depuis maintenant 2 ans et demi de parler à plein de clients différents. Du coup, on est exposé à la fois des métiers qui ont rien à voir, des tailles de groupes, d'entreprises. Tu vois, notre plus petite boîte, c'est des gens qui sont recruteurs indépendants, donc ils sont et la plus grosse c'est Saint-Gobain, ils sont 200 000. Donc clairement, entre les deux, t'as un grand gap. Et dans des industries qui ont rien à voir, du coup, en fait, à force d'être exposé à tout ça, on se dit, en fait, il y a plein de choses qu'on a envie de raconter, qu'on a envie de structurer et de laisser une sorte d'héritage un peu. Et donc, le gros, je pense, de ton d'écrire un livre, c'est ta pratique. En fait, tu peux pas écrire basé sur ce que t'as dans ta tête ou en regardant d'autres livres ou quoi. Nous, c'est vraiment basé sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on voit chez nos clients. Donc, c'est un livre, fait par des praticiens, Élise et moi, pour des praticiens, des gens qui font du recrutement au quotidien. Testé, éprouvé et approuvé. Moi, j'ai juste pris le cerveau de Léo, je l'ai mis dans du formol, dans un shaker, et paf, ça fait des chocs à pic, et du coup, ça fait un bouquin. Ok, super. Easy peasy. Alors petit point important pour nos auditeurs et nos auditrices, il n'y a pas de bug sur votre plateforme d'écoute. Vous ne passez pas de x2 en x1 automatiquement. Pas du tout. C'est juste Léo qui parle très vite. Oui, c'est ça. Voilà, donc ne réglez pas à chaque fois votre appareil parce que sinon vous allez mourir. Ok, mais comment est née l'idée du livre? C'est-à-dire qu'à un moment, comment est-ce que vous vous êtes dit je vais écrire un bouquin? Est-ce que l'objectif, c'est quoi? C'est devenir riche? Ouais, totalement. Voilà, ou vous êtes dit, en fait, vous êtes dit, j'ai juste envie de soutirer 28 € pour chaque exemplaire à chaque personne qui vont l'acheter. Alors, c'est l'éditeur qui soutire 28 €. Nous, on touche 1 €. On fait ça à titre posthume. Exactement. Pour laisser une trace sur cette terre. Oui. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Léo, tu étais à une soirée de lancement du livre de Nina Ramen sur le copywriting. Je pense même avant, en fait, quand on s'est rencontrés avec Élise et qu'on a décidé de créer une boîte ensemble, on avait une sorte de page Notion avec les idées folles pour plus tard, les trucs qu'on veut, on se dirait on le fera jamais parce qu'en fait tu sais, genre je t'apprends rien, t'es entrepreneur, c'est d'abord tu dois faire de l'argent quand t'as une entreprise, c'est le principe. C'est mieux. Et ensuite tu fais des choses qui te rapportent pas d'argent mais qui te rapportent plus du kiff. Et on avait cette idée, on a aussi une idée par exemple de peut-être qu'on fera, on la dit pas maintenant, peut-être qu'on fera un jour. On a des idées qui arriveront plus tard potentiellement si on arrive à choper du temps. Et donc l'idée de livre, elle était depuis, je pense, le premier mois où on s'est rencontrés. Un jour on fera ça. C'est un truc qu'on avait envie de faire. Et en effet après le déclic, c'était à la soirée du coup Nina Ramen, du lancement de son livre sur le copywriting, où du coup on a rencontré Chloé, qui est l'éditrice chez Rolka, édité Nina, et qui nous a du coup édité aussi. Donc on lui le pitch, c'était vraiment Léo qui la rencontre en disant bonjour, toi tu es qui? Elle dit qu'elle est l'éditrice des rôles, et Léo qui dit alors nous, dans 3, 4, 5 ans, on a cette idée de bouquin. Est-ce que tu as 10 minutes à nous accorder juste pour nous expliquer? Nous, on connaît pas du tout le monde de l'édition. Donc comment ça se passe, l'écriture d'un bouquin, c'est quoi les différentes étapes, etc. Donc elle est trop sympa. Elle nous donne quand même 10 minutes de son temps, on fait une visio, etc. Et elle nous dit à la fin, mais du coup, parce que vous avez une idée en tête, un angle, des chapitres, etc. Et j'ai senti l'hésitation de Léo, j'ai dit oui, tout à fait. Donc on peut... Vous saviez rien? Non, pas du tout, mais dans la tête, si. Dans la tête, on avait plein de choses en vrai. Et elle a dit, écoutez, pour la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation avec du chapitrage, un sommaire, et puis un test de chapitre. Et on s'est dit go, vas-y, en une semaine on fait ce truc-là. Et puis ça lui a plu. Elle a dit je le présente en comité de lecture et si c'est approuvé, go. Et ça a été approuvé, donc go. Et là on s'est dit avec quelques réserves. Mais finalement c'était avec quelques réserves. Tout de suite. Non, alors moi j'ai dit dès le début qu'on voulait pas faire de livre corporate barbant, donc on voulait garder ce ton un peu décalé, quelques blagues. Toutes mes blagues ne se retrouvent pas dans le livre. Non, c'est pas un livre de blagues non plus. Non, elles ont été censurées, malheureusement. 40 barres. On me censure. Non, c'est très très cool et du coup ça allait très très vite et en même temps nous on n'avait pas prévu dans notre agenda non plus de se dire allez on prend 3 mois de notre temps et on écrit un bouquin. Donc comment vous avez structuré les choses, le processus créatif, alors, les idées? Tu veux l'histoire vraie ou tu veux la théorie? Je veux que du vrai. Alors la théorie, c'est on va se prendre 1 jour par semaine pendant du coup 4 mois. Comme ça, du coup, on fera à peu près un chapitre par jour chacun. Et au bout de 4 mois, on aura tout écrit. Ça, c'est la théorie. Et après, la manière de travailler d'Élise, qui est que genre 1 mois avant la fin où il fallait remettre le manuscrit, c'est t'en es où Élise? Ah, j'ai fait 2 chapitres. Je schématise, mais c'est quasiment ça. Et en fait, on a tous des modes de fonctionnement différents. C'est l'avantage, c'est que du coup après, comme ça, on s'entraide. Et moi, genre j'ai essayé de respecter la structure. Léo est extrêmement structuré, c'est un travail humain. Et moi, je fais tout au dernier moment. D'accord. Et en même temps, moi, je travaille la nuit, donc c'est ok. C'est ça. Moi, le jour et la nuit, tu vois, comme ça s'arrête jamais. Tu sais, on fait les 3. On est complémentaires. Avec Élise. Ça tourne 24-24. Je comprends mieux le social blending, en fait. C'est du 24-24. Exactement. C'est ça, tu vois. Le SAV est toujours là. Oui. Ok. Bon, voilà. Si on rentre un peu dans le livre, on va pas faire tous les chapitres du livre parce que ça va être un peu barbant, mais 2 heures entre nous. Mais moi, je voudrais revenir sur le titre du livre. Permis de recruter. C'est quoi? C'est un vrai permis qu'on risque de se faire retirer ou si on recrute mal?
Pourquoi ce permis de recruter? Potentiel. Je pense à l'origine aussi de ce mot. Là, en fait, on a eu l'idée, c'était à une non-conférence à Lyon qui a été organisée par nos amis de l'école du recrutement. Et il y avait un débat qui était, faut-il un permis de recruter? Ok. En mode une sorte de, tu sais, t'as l'ordre des experts comptables par exemple, est-ce que tu aurais pas un ordre des RH, ordre des recruteurs qui viendrait du coup dire ok, c'est bon, tu as le droit d'exercer le recrutement parce que t'as passé par tel et tel niveau. Et du coup c'était un débat hyper intéressant. Dans la salle il y avait Hélène Lee par exemple, on s'est dit à la fin il y a un truc à faire. Genre, il y avait aussi j'ai perdu son prénom, c'est pas grave, elle ne saura pas parce qu'elle sait pas, on sait pas de qui je parle. Et du coup, on s'est dit, il faudrait créer presque une asso, tu vois, qui viendrait sanctionner les compétences à avoir en recrutement. Et donc, c'était un peu un sujet de débat et dans la communauté recruteur, c'est des fois un truc qui revient. Il faudrait un truc, une sorte de minimum, tu vois, genre un seuil à passer. En anglais, on parle beaucoup de license to hire. Alors, ça a beaucoup plus de classe que permis de recruter. Mais, pour le coup, je sais que chez Docto, par exemple, les managers qui sont onboardés sont obligés de terminer toute la formation et notamment une mini-formation sur le recrutement avant de toucher au moindre recrutement dans la boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le recrutement, il y a une culture du recrutement qui est différente dans chaque boîte. Donc, t'es obligé, entre guillemets, de cranter sur ces sujets et de savoir comment on recrute. Par exemple, chez Docto, qui est différent de chez Conto, qui est différent de chez Alan ou autre. Et t'as pareil chez NJ en grand groupe, ils sont je sais pas combien de milliers de collaborateurs et tous les managers aussi sont obligés de le faire. Ils passent par je crois que ça s'appelle pareil d'ailleurs, license to hire. Ouais, ils exactement. sont obligés de le faire. Ils ont 3-4 heures d'e-learning et c'est vraiment sur la base la non-discrimination, les questions illégales, comment tu mènes un entretien. En fait, ils s'assurent que les gens fassent pas n'importe quoi. Okay. Après, pour bien recruter, c'est encore autre chose, mais genre, au moins, ils s'assurent qu'ils ne recrutent pas mal. Et d'ailleurs, c'est tout le débat dans ce fameux échange qu'on a eu, c'est genre le permis de recruter, en fait, c'est s'assurer déjà que les gens ne font pas mal. C'est déjà pas mal. Et ensuite, tu crantes au niveau supérieur en mode, ok, maintenant, on fait bien, on fait vraiment très très bien, et on fait mieux que la moyenne. Ok. Il y a plusieurs points. Ouais, non mais je vois bien. Et c'est le but d'ailleurs du livre, il est multidimensionnel, c'est-à-dire que il y a la base, le truc écrit. Ensuite, on a 4 chapitres additionnels qu'on scanne. C'est aussi parce qu'on avait écrit trop de pages et qu'on a essayé de... Et que l'éditeur vous a demandé de réduire. Exactement. Mais du coup, t'as 4 chapitres additionnels pour aller plus loin sur chaque partie, justement, que tu scannes pour avoir accès à un chapitre digital. Et en même temps, il y a un e-book de 100 pages qui va sortir, qui va s'appeler T-Shape Recruiter, qui, lui, va te permettre de cranter sur des sujets ultra efficient et très advanced, notamment d'efficience, de KPI, de conduite du changement, enfin tous ces sujets un peu il est déjà sorti le e-book. Déjà sorti le e-book à l'heure où on se parle. Not yet. Non, pas encore. Non. Ouais, il sortira en début 2025. Exactement. D'accord. Ce sera la suite entre guillemets du. Ok. Des trucs en plusieurs temps. Et ouais. C'est pas mal. Et t'auras même un autre truc c'est presque Lord of the Rings qui arrivera. Là en exclu, mais t'auras aussi un truc qui arrivera à l'été 2025. Voilà, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Waouh, il va se passer quelque chose à l'été 2025. Toujours lié au livre. C'est une extension numéro 2 du livre. Même Élise, elle est pas au courant. Ok. Un truc sur l'employé advocacy. Non. Ça c'est la chasse gardée de Charles Emery et son terracotta. On a placé terracotta. On a placé terracotta. Elle est même pas là. Elle n'a même pas écouté. Vous parlez de recrutement éthique et efficace. Ok. Je crois que c'est toi qui es fan d'éthique. Oui, moi je fais pas du tout d'éthique. Dans le couple, rien à faire. C'est pas un peu contradictoire, éthique et efficace? On peut pas juste choisir le candidat le plus sexy qu'on recrute? Ah oui, c'est juste pour vendre le livre. Enfin, clairement, c'est que c'est impossible. Le recrutement éthique, ça marche pas. La discrimination, c'est bien d'ailleurs. Les questions illégales, c'est pratique. Faut savoir si les gens ont des enfants ou pas. Ouais, on les recommande. Piocher dedans. Surtout être enceinte, c'est pas mal comme question. C'est très efficace en entretien. Ça marche vraiment beaucoup pour savoir si non, c'est une blague. Je crois que c'est de second degré. On sait jamais. Il y a des gens. En vrai, il y a un secteur d'activité où t'as le droit de demander les mensurations. À ton avis, c'est lequel? Ouais, j'imagine aviation? Non. Maquina? Oui. Ouais. Et cinéma. Cinéma. Ok. T'as le droit de demander la taille des gens, leur couleur de peau, t'as le droit de demander la couleur des yeux. Ils ont un œil. Ok. Un œil. Tiens, vous l'avez vu circuler sur LinkedIn la recruteuse qui a envoyé un message à un candidat en disant qu'elle prenait pas parce que il avait bu trop d'eau pendant l'entretien de recrutement. Oh oui. Tu l'as vu ça? Énorme. Ça, c'est des trucs de fou quand même. Ah non, mais bon, il y a des gens qui. Bref. On a dévié totalement ta question. Éthique et efficace, oui, c'est combinable. Mais d'abord, faut que tu comprennes l'éthique de ton recrutement et que tu t'assures de savoir ne pas. Enfin, faut que tu apprennes à ne pas faire. T'as aucun recruteur quand tu lui parles qui te dit qu'il se discrimine. Personne te dit qu'il discrimine. C'est beaucoup souvent les managers, dirigeants et dirigeants. C'est involontaire, d'accord. C'est les non-recruteurs et les non-RH qui sont pas au courant. Tu vois, nous on forme beaucoup aujourd'hui de managers, de dirigeants, de dirigeantes, et souvent c'est eux en fait parce qu'ils sont pas du tout formés, ils ont pas de master RH, et en fait pour eux c'est logique. Et en fait ils voient pas où est le problème, par exemple, de demander à quelqu'un la ville dans laquelle ils sont nés, parce que pour eux ça va créer du lien et ça part d'une bonne intention. Tu vois, souvent les gens sont discriminants ou mal éthiques ou posent des questions illégales. Enfin, des fois c'est volontaire, mais souvent c'est involontaire et ils le savent juste pas que c'est pas bien. Et donc après c'est notre rôle de leur expliquer l'impact que
que ça va avoir, ça va créer un biais cognitif. Bah, si tu dis, je suis dans la même ville que toi, forcément, la personne va être recrutée. Moi aussi, je suis né à Coulommiers, comme ça, génial, ou à Poitiers. Ou à Poitiers, tu vois. Tu fais du badminton, c'est trop bien. Moi aussi, je fais du badminton, j'en fais un club et tout. C'est des trucs tout bêtes, tu fais du badminton? Non, je fais du badminton depuis 3 semaines. Ouais, c'est trop bien. Genre, je suis nul par contre, mais j'ai juste de commencer, c'est le principe. Il faut toujours apprendre des trucs. Mais donc oui, d'abord tu fais l'éthique et ensuite tu passes à l'efficacité. Quand t'as compris du coup la base qui était de comment savoir ce que tu ne dois pas faire. Après du coup t'apprends à savoir ce que tu dois faire et comment tu peux aller plus loin. D'accord, t'as parlé des managers, votre livre. Je suis manager, je suis pas RH, je suis pas recruteur. Je peux le lire ou est-ce que vous envisagez un tome 2 dédié aux managers? Il a été créé pour toute personne qui recrute. D'accord. Ça veut dire recruteur, manager, RH, dirigeant. Toute personne qui recrute. D'accord. Et justement, il y a certains, on va dire, chapitres, notamment un sur la collaboration entre les recruteurs et les managers. On parle des recruteurs mais mine de rien, on s'adresse parce que vous avez des personnes. chapitres un peu techniques quand même sur le sourcing, sur tout ça. Je pense qu'un manager, il n'est pas obligé de passer là-dessus. Pas surtout, mais en vrai, mine de rien, s'il a envie, s'il a une super marque employeur et qu'il peut uniquement se reposer sur l'inbound, tant mieux. Mais c'est pas mal aussi de savoir un petit peu comment sourcer et puis comment aller attirer les différentes personnes. Donc comment rédiger des messages d'approche. Les managers, ils devraient véritablement. Et puis surtout, tout le monde n'a pas les moyens entre guillemets d'avoir un recruteur en interne. On fait ça aussi pour 80% du paysage corporate français, c'est des PME. Des PME de moins de 10, de moins de 20. Exactement. Donc ils ont pas forcément les moyens de se payer un RH ou un recruteur. Donc ils ont besoin de cranter sur ces sujets-là parce que quand t'es manager, t'as 2 missions. 1, c'est recruter ton équipe. 2, la faire performer. En business school, on t'apprend à la faire performer, mais on t'apprend pas à la recruter. Donc on a eu envie de créer ce permis de recruter pour ces gens-là. Ok. Dans Mener l'entretien, vous parlez un peu de questions un peu classiques, un peu traditionnelles. Est-ce que vous avez déjà posé des questions un peu loufoques à des candidats vous-même dans votre parcours? Ou est-ce que vous êtes resté très tradi en fait? Ouais, si. Moi j'avais un truc. Alors après c'est pour l'icebreaker. C'est pas du tout pour évaluer la performance d'un candidat. On est d'accord. Juste, je mets le disclaimer. Mais je trouve que c'est super important d'avoir un sas de décompression pour les candidats parce que toi, en tant que recruteur, tu fais passer des milliers d'entretiens, donc c'est ultra à l'aise. Sauf que pour les candidats, parfois, franchement, déjà tu sais pas comment ça s'est passé leur journée. Peut-être qu'ils ont ils ont fait 3 fois le pâté de maison pour garer la voiture, etc. Donc ils sont pas forcément dans le bon mindset, dans le bon mood pour rentrer en entretien. Et donc je fais toujours un sas de décompression où je faisais un icebreaker où j'avais acheté un petit deck de cards, donc un paquet de cartes, ça s'appelle en français. Un paquet de cartes. C'est le matin, c'est dur pour moi. Un paquet de cartes sur lequel il y avait des questions weird et des questions profondes. Donc des questions profondes et des questions un peu bizarres. Et en fait, moi je me mettais aussi au diapason, au même niveau, symétrie des attentions. Je leur disais prenez une carte, répondez à la question, et moi je fais de même. Et il y en avait qui prenaient les questions weird, et notamment il y en a une, c'était si vous deviez designer votre planète, il y aurait quoi sur cette planète? Et il y a quelqu'un qui m'a sorti la planète dans laquelle tout était en bonbons. T'avais des lampadaires réglisse, t'avais des bancs en fraise tagada. Enfin, c'était magique. C'est un no-go, ça. C'est no hire, une réponse comme ça. Et comment t'as rebondi? Je lui ai dit que j'étais diabétique et du coup, non, je déconne. Rien à voir. Non. C'est les blagues de juriste. Ouais, c'est vraiment beaucoup. blagues de juriste. De juriste. Ça existe les blagues de juriste? Alors déjà, je suis pas juriste, j'étais avocate. Ouais, pardon. Excuse-moi. Oh, l'affront. Mais non, ça existe pas, c'est pas possible. C'est comme les blagues de comptable, c'est un truc qui existe pas. C'est même genre de blagues de contrôle de gestion, genre. Les blagues de contrôle de gestion. Tu sais pas si ça existe pas. C'est le chat de Schrödinger. C'est ça. Bon, et j'ai un mea culpa si tu veux à faire aussi, si t'aimes bien les exclus. J'ai posé pendant très longtemps, j'ai posé, c'était une sorte de mini cas pratique que je faisais en entretien, où je demandais à des profils commerciaux de me pitcher l'entreprise pour laquelle je recrutais moi en 2 minutes. Genre en mode, je suis un type, je suis un restaurateur, tu es commercial, pitch-moi ma boîte comme si tu la connaissais. Pire truc. Ouais, j'ai fait ça pendant plusieurs mois avant de réaliser. Et ça t'apprenait quoi en fait? Nul. Rien. Ah ouais, on est d'accord. En fait, tu voyais l'énergie de la personne. Et tu sais, genre, c'était de fameuses, les boîtes qui recrutent des gens sur énergie parce que du coup, mon CEO de l'époque disait qu'il fallait des gens qui aient de l'énergie. Et du coup, tu voyais comment les gens se comportaient. C'est complètement bullshit. Sauf que la présentation n'est pas la compétence. Ça fait aucun sens. Exactement. C'est pire idée de faire des choses comme ça. Et puis, c'est pas prévu, donc c'est stressant. Et les gens font des trucs nuls. Et puis, ils connaissent pas la boîte. C'est le premier échange que t'as avec eux. C'était en précal que je faisais ça. Enfin, bref. En plus. Mais à coup pas. J'ai fauté. Ok. Tu te fouetteras avec notre bouquin. Ouais, c'est les questions qu'on pose plus. Tu vois plus de recruteurs poser ça. Tu vois encore des recruteurs poser ça? Il y a encore 2 semaines, on était à une formation chez un client où une personne qui nous disait, oui, moi, je pose des questions. Par exemple, je travaille à Pau et du coup, je demande combien il y a de fenêtres dans Pau. Mon candidat en entretien. Tu sais, ces fameux brain teaser que faisait Google pendant très longtemps pour voir comment les gens réagissent. Et donc, du coup, il disait, moi, je demande au candidat combien il y a de fenêtres à Pau. Et par rapport à comment est-ce qu'ils vont réfléchir à cette question, je verrai. Après, de lui-même, il a dit qu'il avait arrêté de faire ça. Mais il a dit pendant plusieurs mois, j'ai tenté ça. Et après, par contre, il a la qualité et l'humilité de réaliser que ça marche pas. Et donc, il a arrêté. Mais pendant des dizaines d'entretiens, il demandait aux gens combien il y a de fenêtres à Pau. Même Google en est revenu. Ok. Et si tu veux la réponse, d'ailleurs, c'est 7489 000.
C'est pas vrai. Mais c'est bien tenté. Franchement, c'était tellement dit avec aplomb que... moi aussi, j'y ai cru. Il est fort. Je sais que tu avais fait une intervention pour Welcome to Jungle autour de l'annonce, de la structure d'une annonce, de tout ce qu'on doit mettre dans une annonce. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez dans le livre? Et c'est quoi tous les deux, vos vraies convictions sur une annonce réussie aujourd'hui en 2024? C'est le chapitre qui a principalement été par Élise, un des seuls du livre, donc je vais laisser répondre. Ah, c'est repris. Pour info, on a fait 50-50. Et tu t'es aidé de ChatGPT pour l'écrire, ce chapitre? Évidemment que non, je m'appelle pas Nicolas Galita. Pardon, excuse-moi. On l'aime en plus. Le recrutement n'est pas RH. Nicolas, tu répètes 50 fois, le recrutement n'est pas RH pour te punir. C'était quoi ta question? Les chapitres des annonces, c'était conviction. Tes vraies convictions aujourd'hui en 2024-2025. Ma vraie conviction, c'est qu'une annonce, c'est pas fait pour attirer les candidats. C'est fait pour attirer les bons candidats. Donc c'est à la fois fait pour attirer, mais aussi pour repousser. Ça doit être un filtre, ça doit être suffisamment clivant pour que tu n'attires que les bons candidats. Parce que franchement, avoir 800 candidatures sur une annonce, t'as envie, toi, de les trier? T'as pas le temps en plus. Donc les gens les trient pas et résultat, les candidats n'ont pas de réponse. Donc ça, première chose, c'est ça. Ça doit être à la fois attraction et comme un aimant. Ça a deux pôles. Tu attires et en même temps tu repousses. Deuxième chose, il faut inverser les informations par rapport aux attentes des candidats. Les candidats, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? C'est est-ce qu'il y a du télétravail? C'est combien? C'est quoi la localisation? C'est quoi les perks, les avantages, etc. de ce poste-là? Le paragraphe infâme de présentation de l'entreprise, tout le monde s'en fout. Il y a une heatmap qui a été faite par LinkedIn qui vient faire du eye tracking pour regarder où est-ce que les candidats ils regardent en fait l'annonce. Et en fait, tu vois très précisément toutes les informations qui sont intéressantes pour eux. Et c'est pas du tout le bon ordre. Donc il faut juste re-switcher et au moins s'aligner avec les candidats sur ces aspects. Ça veut pas dire ne pas présenter. Ça veut pas dire ne pas présenter. Ça veut pas dire ne pas présenter l'entreprise, mais pas commencer par ça en fait. Mais juste, tu te mets au diapason. Au stade de l'annonce, en fait, c'est pas ce que veut un candidat. Au stade moi j'appelle ça des anti-critères. En gros, au stade de l'annonce, la personne a besoin d'être rassurée sur ce qui compte pour elle. Télétravail, salaire, qui est mon manager et est-ce que je peux faire le job. Après, en entretien, tu peux parler de l'entreprise, mais au stade sauf si c'est une boîte vraiment incroyable. Tu veux travailler chez Nike, par exemple, du coup, tu vas regarder l'entreprise et tu sais que c'est Nike et tu postules parce que c'est chez eux d'ailleurs. Une boîte comme Decathlon, une boîte qui sont hyper connues, tu vas vouloir bosser dans ces boîtes pour ces boîtes-là. Mais une boîte lambda, comme du coup 99% des boîtes de France qui font pas rêver, n'importe quelle entreprise qui n'est pas hyper star et shiny pourra pas utiliser son entreprise pour ça. Une PME qui est basée à quelque part en France que personne ne connaît par définition, c'est pas là-dessus que tu vas séduire au début. Par contre, si tu dis on a une culture différente, on fait du télétravail, on paye bien les gens, on a des séminaires, que sais-je, où on fait des activités très cool. Après, quand t'as les gens en entretien, là, tu leur parles de ta boîte et là, ils vont être séduits. Beaucoup de boîtes aujourd'hui sont inconnues au bataillon parce que le gros du tissu français, c'est de la PME et le TI. On est d'accord. Et surtout, s'y maîtrise des attentions. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 20 bullet points en disant voilà ce que tu dois avoir et voilà ce que tu dois cocher, il y a aussi voilà ce que nous, on va pouvoir t'offrir. Et ça, franchement, c'est souvent rare. Donc, c'est important. Si t'as 20 bullet points d'un côté, il faut qu'il y en ait 20 de l'autre. Sinon, ça marche pas. Ok. Une boîte, il y a une question un peu perso là, à tous les deux. Une boîte qui aujourd'hui, par son process de recrutement, par sa manière d'écrire les annonces, par son fonctionnement, vous fait rêver à tous les deux. Demain, vous retournez sur le marché de l'emploi, vous allez chez qui? Moi, je crois que je repostule dans une boîte qui m'attège. Ah, c'est énorme ça. Qui m'attège, qui était venu me chasser et qui au final m'a dit non. Non, mais je repostulerai pas en vrai parce que en termes de culture fit, tu vois, on parle de culture fit aussi dans le bouquin, super important. C'est-à-dire c'est bien d'avoir les hard skills, les soft skills, que tu peux faire le job, mais si franchement t'es pas aligné avec la culture, ça fonctionne pas. Et typiquement Alan, je suis pas hyper aligné avec leur culture, qui est propre et justement qui est clivante. Et c'est vachement bien parce que du coup, ils ont raison, je pense. Oui, complètement. Ça n'attire que ceux qui sont faits pour eux entre guillemets. Mais en revanche, en termes de process, en termes de ils ont réussi à cranter sur des niveaux de recrutement grâce à Maxime Lebras, qui sont hyper intéressants. Et pour le coup, sur les sujets de nurturing aussi, de candidats passés, c'est super intéressant et ça me plairait de bosser là-dessus. Et Jonathan, hier matin, au Festival RH, il nous a parlé de la culture de Chaudot. C'est pareil, il assume cette culture, il le dit bien. Venez que si vous êtes aligné, quoi. En vrai, j'aimerais bien bosser dans une biotech. Les biotechnologies, ça m'a toujours amazed. J'aurais adoré être biologiste, chimiste, travailler sur le génie génétique. Donc, si un jour je peux recruter pour le futur de la médecine ultra personnalisée via le génie génétique. 06 Bon, et toi, Léo, tu m'as pas répondu. Toi, aujourd'hui, quand tu vois le monde du recrutement aujourd'hui, la boîte qui te fait rêver, tu te dis j'aimerais y bosser quoi. Alors ça va être différent entre la boîte qui me fait rêver, je pense c'est la boîte qui fait des belles annonces. Donc t'as deux exemples. En fait qui te fait rêver parce que justement elle a un process de recrutement qui est
qui est à jour, qui est moderne. Tu parlais de l'intervention que j'ai faite chez Welcome à l'époque où j'avais analysé en direct des annonces de boîtes et une qui m'avait marqué, et aussi parce que souvent on prend toujours comme exemple soit des grands groupes, soit des startups parisiennes. C'était Steeple qui est basé à Rennes, je crois, comme toi. Oui. Et du coup leurs annonces sont très quali. Ils ont des vidéos à chaque fois. Elles sont très belles. Peut-être que tu l'as aidé à les faire. Non, j'ai pas aidé, mais je connais très bien JB. Et c'est incroyable ce qu'ils font. Et j'ai fait un épisode que là-dessus. En fait, sur JB, il a fait un épisode Steeple que sur sa culture et pourquoi il regrettait d'avoir recruté trop tardivement un recruteur et la RH parce que c'est lui qui s'en occupait au départ. Leurs annonces sont ouf, leur culture. Ils ont aussi une sorte de culture deck aussi. Enfin, ils ont une sorte de page de PDF que tu peux télécharger. C'est génial. Pour moi, c'est une des meilleures boîtes que j'ai vues, en tout cas en dehors de la sphère très start-up entre soi parisienne. Ça c'est clair. Je trouve que effectivement pouvoir télécharger ou lire, en tout cas télécharger, je sais pas, mais en tout cas avoir des infos sur la culture de la boîte et être hyper transparent, comme les Steeple, comme les Shodo. Moi, je pense que ça c'est une vraie valeur aujourd'hui en 2024-2025 quand on veut attirer quoi. Clairement. Mais c'est pas si simple que ça. Je pense dans l'esprit de tous les et il y en a pas beaucoup qui font les kits candidats. Tu vois, il y en a peu. Où ils parlent à la fois de la culture, mais aussi qui parlent du process de recrutement de manière ultra transparente en disant voilà ce qui va se passer, il va y avoir X étapes avec qui, c'est quoi le but de chaque étape, combien de temps ça va prendre et combien de temps entre chaque étape ça va te prendre. C'est super important pour un candidat. La transparence, la projection. Ouais. Bon, je pouvais pas faire une question sans l'IA. Sinon, ça aurait été un peu chiant. Vous en parlez dans le livre de l'IA. Qu'est-ce que c'est? L'IA, ouais. Tu vois le truc l'IA. L'IA, le Tim Taylor. C'est ce que j'allais dire. Non, mais voilà. Votre position par rapport à ce sujet, vous en parlez avec vos clients quand vous les accompagnez. Et quelle est votre posture dans le livre autour de l'IA? Quelle aide l'IA va apporter à un des recruteurs, quoi? Dans le livre, on a fait ce choix. En fait, le but d'un livre, c'est, contrairement à un post LinkedIn, c'est d'être un minimum intemporel. Donc, evergreen, c'est le terme qu'on dit, genre ton livre, dans la théorie, dans 10 ans, tu peux toujours le lire. Si tu mets l'IA, en fait, aujourd'hui, tu sais pas où sera l'IA dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et même dans 6 mois. Exactement. Et même dans 6 mois. Et donc, si tu mets un truc sur l'IA dans un livre, en fait, par définition, ça va être obsolète quelques mois plus tard. Donc, on a fait ce choix de pas en parler du tout, de tout le livre. Donc, t'as pas de mots sur l'IA. Peut-être qu'on l'aborde à droite à gauche en mettant genre, vous pouvez générer ça par l'IA. Mais genre, c'est très vite fait. Par contre, dans l'extension je peux pas télécharger des prompts que vous avez déjà préparés pour moi quand je suis recruteur. Ça, c'est dans la formation. Il faut venir payer la formation, monsieur. C'est payant? Non, mais je déconne. Je pensais que c'était gratuit. Mais, mais tous les prompts, etc., qu'on donne, c'est dans la formation, du coup. Mais du coup, et dans le livre, vraiment, le but, c'est qu'aussi même, tu vois, genre, un dirigeant, une dirigeante, un manager puisse le lire. Et en fait, du coup, si déjà il maîtrise pas la base, en fait, tu vois, l'IA et l'automatisation, on dit que tu fais du shit at scale. Donc, du coup, si tu fais mal les choses et que tu utilises de l'IA ou l'automatisation, du coup, tu fais mal, mais à grande échelle. Et du coup, c'est terrible et dévastateur. Donc, on parle pas de l'IA, on parle pas d'automatisation, on parle pas de ça dans le livre, parce que c'est vraiment un livre qui reprend la base pour tout le monde, mais dans l'extension, par contre, il y a un chapitre entier sur automatisation /IA /productivité. Exact. Ok. Et dans la formation, du coup, vous en parlez. Ouais. Votre position sur le sujet. Comment vous positionnez sur ce thème et comment vous conseillez, vous accompagnez vos clients là-dessus? Pour nous, l'IA, c'est pas une réponse à tout, c'est surtout un super stagiaire. Un stagiaire qui est sous caféine à fond et qui est H24 et du coup, tu peux vraiment l'aider à cranter. Donc, c'est plus une aide qu'un remplacement ou un grand remplacement pour le coup. À la fois dans la rédaction des annonces, on lui dit pas de tiens, tu vas nous générer une super annonce, c'est juste tiens, tu vas prendre cette annonce et tu vas la noter par rapport à tous les critères qu'on t'a donnés et ensuite tu vas nous donner tous les axes d'amélioration qu'on peut prendre en compte justement pour l'améliorer encore plus. Et donc ça, on fait pour à la fois les annonces, on le fait pour les messages d'approche, on fait pour plein de trucs. Mais du coup, on utilise vraiment l'IA comme un assistant plutôt, en lui explicitant un petit peu toute la méthodologie et tout notre prisme de notation pour qu'il vienne encore plus nous donner des axes d'amélioration. Ok. Et pas pour rebondir là-dessus, ça change aussi tellement que le principe d'une formation, c'est que tu t'apprends quelque chose que tu sais faire, que tu maîtrises à 100%, qui est activable et qui est concret. L'IA change tellement aujourd'hui que du coup, pour moi, j'ai du mal avec les formations IA en recrutement parce qu'en fait, ça va dans tous les sens. Il y en a partout. Il y en a à l'appel. Des gens d'ailleurs, beaucoup de gens soit qui ne connaissent pas l'IA mais le recrutement ou qui connaissent pas, qui n'ont pas la double expertise. Il faudrait pour moi être expert en IA et expert en recrutement pour faire une bonne formation en recrutement. Et pourquoi je te dis ça parce que on parlait la semaine dernière avec Guillaume Alexandre à Trou de Geneva à Genève et qui nous disait qu'en fait il refuse de faire une formation à IA recrutement alors qu'il pourrait gagner plein de thunes avec ça parce que justement ça change tout le temps et du coup il a pas envie d'apprendre des choses à des gens qui 2 mois après c'est obsolète et du coup après les gens reviennent vers lui en mode ça marche plus ton truc ou en tout cas il y a mieux et donc du coup il a fait ce choix de pas mettre ça parce que d'abord faut que les gens maîtrisent les bases vraiment et les côtés avancés sans aller sur le côté IA. Peut-être que demain quand ça sera un minimum stabilisé comme je sais pas le sont les ATS aujourd'hui, tu pourras faire des formations à l'IA mais pour moi c'est trop tôt et c'est trop changeant aujourd'hui. Toute formation aujourd'hui IA recrutement est potentiellement beaucoup de bullshit parce que les choses changent tellement toutes les semaines, tous les mois. Est-ce que ça peut quand même aider à établir, à créer et à avoir des entretiens structurés, plus structurés? Bien sûr. Parce que ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes plutôt engagé. C'est une aide énorme.
Bah pour le coup, clairement, c'est très Il y très. a quand même pas compliqué. mal de recruteurs qui sont pas à l'aise avec ce sujet. Non, Bien mais sûr. c'est très compliqué. Quand tu dis, par exemple, demain, t'as un entretien, il va falloir que tu testes l'adaptabilité, le growth mindset, et puis je sais pas, un autre truc sur du leadership, par exemple. C'est quoi les questions qui viennent évaluer ces soft skills? J'en sais rien, moi. Donc, t'as des banques de questions qui sont faites par Workable, t'as des banques de questions de Maxime Lebras, justement, sur un super Excel. Mais du coup, tu peux demander à ChatGPT, à Gemini ou Gemini Cricket, n'importe Gemini, quoi. À Claude, etc. C'est pas toujours en anglais. Insupportable. Ouais. Ok. Genre, moi, je parle trop vite et Et elle lui, il parle en parle trop anglais. vite, Quoi. attends. Imagine Chacun les deux ses- en cumulé, ça serait horrible. Quoi. Chacun Personne ses comprendrait perks. rien. Ni les Français ni les Anglais comprendraient ce qui se passerait dans cette salle. Bon, bref, je sais plus ce que je disais, mais en gros, tu peux demander à l'IA justement de te générer en fait une banque de questions vis-à-vis de toutes les compétences hard skills, soft skills et même du potentiel que tu as identifié. Et ça, c'est une aide de dingue. Du Donc coup. oui, tu as des petites choses que tu peux mettre à ton quotidien, mais il faut d'abord maîtriser toute la base avant d'aller après mettre un vernis IA, si tu veux. Mais genre, moi, ce que je critique beaucoup sur LinkedIn, c'est pas, à l'époque, tu avais des gens qui, il y a 2 ans, étaient consultants en Web3 et en NFT et qui sont devenus consultants IA. C'est là, genre, ok, où est le concret derrière et où est ta vraie expertise métier que tu vas m'apprendre? Et la formation, il y a beaucoup de bullshit, comme tu sais. Et nous, on se bat contre ça parce que d'abord, il faut que tu aies vraiment les bases, le niveau plus avancé et le niveau expert, mais tu peux pas, du coup, aller sur les trucs qui sont brillants et qui ont l'air jolis. Ok. Pas faire que ça, en tout cas. D'accord. Alors moi, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai eu une question d'un auditeur qui va rester anonyme, qui s'appelle Nicolas G. Et le recrutement est-il RH? Le lourd. Tu sais pas. Alors, moi, souvent, je déforme cette phrase et moi, j'aime bien dire que le recrutement n'est plus que des RH. Ouais, c'est ça. Ma version, moi, c'est celle-là. Dans le sens où, historiquement, en effet, c'était la fonction support de la fonction support, ce qui est un peu l'angoisse. Déjà, les RH sont pas forcément trop respectés en entreprise, donc les recruteurs n'en parlons pas. Mais cette posture est en train de changer. Les recruteurs et les recruteuses déjà gagnent plus d'argent, sont plus respectés, ont des outils. Pour moi, on vit ce que vit le marketing il y a 20 ans, aujourd'hui en recrutement. Donc, on a des nouveaux outils, on a des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes. On comprend que c'est un métier à part entière, on comprend que ça mérite des soft skills. Par contre, le séparer totalement des RH, c'est foutaise. Et donc, tu peux pas dire que c'est pas RH. Par contre, de dire que ce n'est plus RH et que ce n'est plus que des compétences que tu avais initialement et qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est des RH, du marketing, de la data, du growth, du copywriting et toute l'énumération qu'Élise a l'habitude de faire dans n'importe quel épisode de podcast ou autre. En fait, aujourd'hui, c'est un mélange de compétences qui est multiple. Et donc, tu peux plus dire que c'est que des RH. En revanche, les séparer totalement, ce serait une hérésie. Ok. Très concret. 100% d'accord. Bon. Allez, le temps tourne. Vous envisagez une V2? Une V2 de quoi? Un livre en V2? Ah, Pardon, excuse-moi. Je sais pas. On parlait du bouquin, en fait, à la base. Ah oui, Ouais. c'est pour ça qu'on était là. J'ai complètement zappé. Déjà, il y a l'extension T-shirt qui donc, arrive. ouais. Il y aura un autre Est-ce que tu vas, l'été prochain. l'été prochain, le suspense? Surprise, mais il y aura Surprise. une seconde extension. Une seconde extension? Il y aura des extensions, mais comme l'a dit Léo, on a voulu ce bouquin hyper intemporel. C'est-à-dire, 1, challenger les acquis du recrutement, 2, ajouter les compétences annexes et connexes, et 3, ajouter la posture qui va avec. Stratégique. Table. Et Élise? Oui, pardon, j'arrête La avec table, t'as ça. rien fait, puis en plus, Pardon. c'est chiant quand Bien tu montes fait. après. Et toi qui parles un peu anglais, Élise, Yes, le même en anglais, le livre en anglais, non? C'est pas une hypothèse? Vous en avez parlé avec l'éditeur? On n'en a pas parlé avec l'éditeur. Mais le seul sujet, c'est que pour moi, le recrutement est extrêmement intimement lié à la culture du pays dans lequel tu es. Ouais. Et que il y a notre culture française est vraiment quand même différente de la culture américaine. Et je trouve aussi, pour avoir fait beaucoup de curation de contenu à l'époque, en 2020-2021, justement, outre-Atlantique, outre-Manche, qui sont bien plus avancés que nous sur le sujet talent acquisition et sur le côté ultra business, ultra data, ultra ROI, KPI centrique, Et etc. ça, tu le vois dès aujourd'hui versus nous les Français maintenant? Ah bah, je trouve qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous, ouais. Et ce, depuis plusieurs années. Donc, même si en vrai, le bouquin qu'on adore, qui s'appelle Robot Proof Recruteur de Catherine Collier, est très très bon. Moins bon que le nôtre. Enfin, en même temps, il n'y a aucun livre qui arrivera à la hauteur. Non, je pense Le pas. recrutement ne s'improvise pas. Ça sera le cale-porte de. Voilà, l'humilité, c'est le deuxième prénom de Blendy. C'est une valeur importante pour vous. Oui, exactement. Ouais. Tout à fait. Énorme. Jamais dire du mal de ses concurrents. Jamais. Je précise, c'est encore du second degré au cas où les gens nous écouteraient en mode genre, ah là là, il a dit des choses pas bien. J'espère que personne est va vous écrire J'espère. pour vous Mais embêter. Nous Mais oui, sommes dans des quelques bisounours. années, une V2, pourquoi pas. Ouais. À la base, un Ouais. truc qui nous a frustré, nous, c'est qu'on a dû, mais ça c'est logique, c'est le jeu de la maison d'édition, c'est qu'on a dû raccourcir du coup, Énormément. l'extension et Énormément. les chapitres bonus sont à cause de ça. Parce qu'en fait, Ouais. on avait écrit grosso modo l'équivalent de 500 pages papier. Tous les gens Un que peu j'interviewe plus, quand sur les même. bouquins me parlent Ah la ouais. même chose en fait. Et du coup, on a ouais. dû coûter. Et en Ouais. fait, soit on mettait à la poubelle ce qu'on avait écrit, mais du coup, c'est trop de temps passé, donc non. Et donc, Et pour on a nous, fait cette c'était nécessaire. version augmentée avec le e-book et les. Ça, quatre c'est chapitres. franchement, ça c'est hyper Pour en malin. fait avoir le même contenu mais d'une manière différente qui est un bon milieu entre ce que l'éditeur a besoin et entre ce que nous on peut faire. Mais donc une V de demain potentiellement ça marche bien et tout en imprimé, ça serait génial. Ok. Et pour le coup, l'extension du T-shape
Shape Recruiter, elle est plus liée justement aux recruteurs qui veulent cranter encore plus et être advance. Là où tu vois le manager ou le dirigeant, eh ben il peut se contenter que du permis de recruter. Il n'a pas forcément besoin d'aller sur des sujets d'efficience pure. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, vous aurez aimé que je vous pose? C'est une bonne question. Ou est-ce que tu aurais aimé une question que tu aurais aimé poser à Léo? À Léo. Un truc que tu lui as jamais dit. Léo, Vas-y. tu préfères tes chats ou moi? Si tu devais choisir, si la Terre était en feu, qu'il y avait une navette spatiale et qu'il n'y avait plus qu'une place à l'intérieur de cette navette spatiale, et il y a tes 2 chats à côté ou moi, qui tu prends pour partir? Elle va exploser dans 5 secondes, la Alors, Terre. je ferai en sorte que du coup ma copine n'écoute pas cet épisode et du coup je prends toi évidemment par rapport au chat, mais Yes, sans quand même. hésitation. Mais Romina, on te fait des jamais. gros bisous. Désolé. Mais désolé. Désolé à Yoshi et Tanuki si vous nous écoutez, mais mes petits chats, Et de petits je vous aime chats. beaucoup. Et Léo, est-ce que toi, t'as une question que t'as jamais posée à Élise que tu aimerais lui poser aujourd'hui? Ça sera quoi ton métier dans 15 ans? Je sais même pas dans 5 ans. Dans 5 ans? Moi, Ça sera quoi dans ta vie dans 5 ans? j'ai un truc, c'est je change tous les 5 ans, donc potentiellement, ça Ça fait. fait 2 ans et demi, là? Ouais. Ok. On verra. On verra. Donc, suspense. Je te dis, travailler à la PJ, enquêtrice, Ah. être écrivaine, potentiellement du de sourcing, polar, policier, ouais. Ah. Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai envie de faire plein de trucs. Ah, et donc plein d'idées, en fait. Ouais, carrément. Génial. Journaliste d'investigation. J'adore. Mon quotidien est difficile avec une personne qui a beaucoup d'idées comme ça et qui me dit genre j'ai un autre truc. Je suis pire que toi là-dessus, tu vas me Attends, dire. toi tu veux devenir c'est terrible. pizzaiolo, glacier, chocolatier, faut C'est arrêter. moins sexy qu'écrivain ou police scientifique quand même. Ouais, On c'est. pourrait combiner sinon. Ouais. Quand tu feras sur ton livre de polar, je t'amènerai les pizzas. Super, on fait ça. Ouais, Dis- ou. dis- Ou un livre rendez-vous sur le dans- on meurtre s'était dit d'un rendez-vous pizzaiolo. dans 5 ans. ou- Le meurtre d'un pizzaiolo. Le meurtre d'un pizzaiolo. Et en fait, c'est les Vas-y, chats on va qu'on fait lancer le une coup. Et c'est série le chat qu'on Netflix. fait Parce que du coup, j'ai pas dit que j'ai sauvé. Cet épisode, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes que vous conseillerez d'inviter? Sauf Charlène Emery qui est déjà passé. Et bien en plus, Charlène Emery, enfin. Avec sa belle casquette. Qui est juste en face de moi. Terracotta. Belle casquette terracotta. Mais du coup, j'avais déjà. C'est plus des. Alors, c'est que les entrepreneuses ou tu prends aussi des RH qui sont. Ah, on peut aussi salariés, prendre des hein. RH, ouais, tout à fait. Mais des gens qui ont vraiment des choses à raconter, qui sont différents, que vous avez rencontrés peut-être. Alors, j'en Parmi ai une votre- qui vient tout de suite, parce que c'est récent, mais du coup, Chantal Lanier, qui était la directrice recrutement de Paris 2024, Ah et ouais. qui avant ça a lancé tous les Apple Store de Et France. je mettrai le lien vers Elle est ton, incroyable. vers ton épisode de podcast qui Meilleur était épisode juste, que j'ai pu ouais, faire. qui était vraiment génial. Mais je pense, elle, tu pourrais, sur un autre sujet, je pense qu'on a réfléchi pendant très longtemps à quel sujet on pouvait parler, parce qu'elle avait trop d'idées, en fait, trop de trucs à dire. C'est quelqu'un d'incroyable, et je pense que c'est vraiment une personne en recrutement que j'ai rencontrée qui est la plus ouf en termes d'histoire, en termes d'humilité, justement, et c'est juste une belle personne, en fait. Enfin, genre, en tant qu'humain, c'était incroyable. Genre, j'ai adoré enregistrer à Studio Module, cet épisode, et c'était vraiment très chouette. Et moi je dirais Benoît Thieb, qui est le directeur recrutement de chez Ikea, qui va enfin pouvoir nous expliquer comment on monte une étagère Billy. Parce Ouais. que franchement. Je pense qu'il faut qu'on lui pose la question. Ouais, voilà. Je pense que c'est important. Mm. À part Pas mal. à part Tam Tam, t'écoutes quoi, Élise, comme podcast? Elle écoute Je même pas Tam n'écoute- Tam. Je fais semblant d'écouter Tam Tam. Ouais, attends, moi j'ai une associée qui s'appelle Claire, elle n'écoute jamais mes épisodes. hein. Bah, bravo. Non, j'écoute Tam Tam et je n'écoute que Tam Tam puisque je suis dans une relation exclusive avec Tam Tam. Alors que mes chats écoutent tous les épisodes quand même. Mm. Ils ont pas le choix. Bon, alors des épisodes, pas le chat. des podcasts et qui sont pas forcément RH d'ailleurs. Eh ben tu sais quoi, je vais te recommander un podcast que j'adore qui s'appelle L'école de soi. Mhm. Avec des gens qui sont dans le développement personnel et qui font des épisodes ultra types. C'est hyper intéressant sur mieux se connaître, mieux communiquer avec les autres pour être la meilleure version de toi-même. Ok. J'ai École une de reco, soi. mais c'est en École de soi. anglais. C'est en français l'école de soi? Ouais. J'ai une reco en anglais, Ouais. c'est Talks at Google. C'est fait depuis genre des années qu'ils font ça. Du coup, c'est une boîte à peine connue. Tu sais, c'est une petite PME américaine, Google. Et du coup, ils invitent des gens hyper incroyables à chaque semaine chez eux. Donc, ils font des talks dans leur amphithéâtre et ils enregistrent tout ça. Donc, ils font bénéficier à tout le monde. Le premier épisode, par exemple, c'était avec l'histoire vraie. Tu sais, le film Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux. T'as déjà vu ce film? Oui, potentiellement, bien sûr. Avec Ouais. DiCaprio. Mm. C'est DiCaprio? Oui, c'est DiCaprio. Ouais, c'est DiCaprio. Et du coup, en fait, ils ont invité le mec dont ce livre et dont ce film est basé. Donc, c'est une histoire vraie basée sur la vie d'un mec complètement malade qui a fait hyper stylé, tu vois, qui a fait plein de métiers différents, qui a été avocat, Ah, c'est pilote, ouf, ouais. sans être avocat, sans être pilote. Et donc, ils ont invité ce mec-là, et genre, à la fin, j'ai chialé à la fin de l'épisode, parce que ça, enfin, je spoil pas, mais genre, la conclusion, rien que le premier épisode mérite de l'écouter. Ce mec est juste ouf, et en fait, ils invitent que des gens qui ont des parcours de vie hyper impressionnants. C'est pas du tout de recrutement. Ok. C'est très général en termes de, t'as des sportifs, t'as des hommes et femmes politiques. C'est très très large qu'ils invitent. Ouf. Ok. Talks at Google. Ok. Et c'est filmé aussi, donc on peut regarder en Ah, vidéo. Merci. Et la dernière question, à part Permis de recruter, quel est l'autre livre RH ou recrutement vous nous conseillez de lire?
Katrina Collier, The Robot Proof Recruiter. dont vous avez parlé tous les deux. Ouais. Exact. En anglais, en français, un que j'ai bien aimé. Alors c'est pas directement, enfin c'est plus RH, ça parle plus aussi à ton audience qui est Oui. RH et recrutement. Oui. C'est le livre de Pierre Monclos et Michel Barabel sur Startup et style licorne RH. Le titre il est impossible à retenir. Impossible. Par Quand contre, les startups, le livre est scale-up top. et licorne réinventent les RH, un truc comme ça. Et en fait, il couvre plein de sujets. Et moi, Ouais. ce que j'aime bien et c'est ce qui nous a inspiré pour le nôtre, c'est qu'il y a plein d'interviews Oui. avec d'autres personnes. C'est pas que eux deux qui écrivent. Ils ont demandé à des experts et des expertes de chaque sujet de venir faire un témoignage. Et nous, on a reproduit On ce s'en est modèle-là inspiré dans énormément. notre livre où à chaque chapitre, t'as un expert ou experte invité qui vient Exact. raconter quelque chose. Et donc, ouais, belle inspiration, le livre de Pierre et Michel. Ok, un grand merci Léo, Je t'en prie. un grand merci Élise, Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là. J'adore un grand vraiment le merci. podcast. Merci beaucoup, Florent. Et je peux que conseiller à tous nos auditeurs et auditrices d'aller dans leur librairie préférée, Exact. Indépendante. indépendante. Oui, indépendante. Sinon, il y a Fnac et Amazon quand même. Ouais, il y a Fnac et Amazon et à Poitiers, il y a une librairie indépendante. Et la librairie, Faut aller à la elle, librairie aussi. indépendante, mais après, mettre un avis ensuite sur Amazon. Donc, alors ça peut être malin. En tout cas, un grand merci à vous deux. Merci Bravo beaucoup. pour ce livre et je pense que c'est le livre indispensable à acheter pour Noël. Si vous connaissez un RH, si vous connaissez un recruteur. Et si vous êtes même- déçu, il fait aussi qu'elle porte. il peut faire qu'elle porte. Ouais, pire. totalement. Ok. Agile. Frisbee, enfin tout. Il peut tout faire. Agile. Merci à vous. Merci Merci à toi, beaucoup. Florent. Merci, Salut, merci à tout salut. le monde. Ciao. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!